au cœur du quartier latin dans le 5e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus connus de la capitale, et pour cause, c'est ici que se sont installées les plus grandes écoles et les plus prestigieux lycées. Mais nous nous situons plus précisément dans le quartier de la Sorbonne, et même place de la Sorbonne, puisque vous pouvez observer derrière moi la chapelle Sainte-Ursule, qui est enclavée dans le complexe monumental de la Sorbonne, qui est le siège du rectorat de l'Académie de Paris et de la chancellerie des universités de Paris. Quelle est l'histoire de notre université? Comment s'est-elle adaptée aux fluctuations des méthodes d'enseignement au fil des siècles? Nous essayerons dans ce court documentaire de retracer le chemin des étudiants qui nous ont précédés sur les bancs de cette grande institution. L'histoire de la Sorbonne commence au Moyen-Âge classique. Fidèle à la volonté de Charlemagne, l'enseignement s'était développé sur tout le territoire français, mais il était entièrement entre les mains du clergé. Et puis, vers le XIIe siècle, sont apparues des corporations qui s'auto-administraient et à qui le pape octroyait une certaine indépendance. À Paris, cette école s'appelait l'école de la cathédrale, car elle était située et était sous l'autorité de Notre-Dame. Les professeurs étaient des clercs qui obtenaient la licence d'enseigner par le chancelier de Paris. L'autorité du chancelier était pesante et la place manquait sur l'île de la Cité. Et c'est pour ça qu'une partie de ces clercs et des étudiants sont venus s'installer rive gauche sur la montagne Sainte-Geneviève. Au XIIIe siècle, on a décidé de regrouper les écoles de la rive gauche avec l'école cathédrale au sein d'une universitas, régie par ses propres statuts et indépendante par rapport au roi et au pape. Les étudiants formaient 4 nations, la française, la normande, la picarde et l'anglaise. Ces écoles s'associaient en facultés d'arts libéraux, de médecine, de droit canonique et de théologie. Ce système était commun à toutes les grandes nations européennes et les professeurs voyageaient d'une université à l'autre, comme le montre l'exemple de Thomas d'Aquin. Pour loger les étudiants pauvres, ont été construits un certain nombre de collèges. Ils pouvaient être réguliers, attachés à un ordre religieux, ou au contraire séculiers. Mais ce n'était au départ que de simples pensions. Ils étaient créés par de riches particuliers et portaient les noms de leurs fondateurs ou de leur pays d'origine, par exemple le collège des Écossais et des Lombards. On estime qu'il y en avait une quarantaine à la fin du XIVe siècle à Paris. À partir du milieu du XIIIe siècle, ces collèges commencèrent à devenir de véritables lieux d'enseignement car les étudiants suivaient les cours de l'université la journée et suivaient des leçons particulières le soir au collège, leçons dispensées par les enseignants qui y logeaient aussi. La Sorbonne était justement le premier collège séculier. Il a été créé en 1253 par Robert de Sorbon, chapelain et confesseur du roi Saint-Louis. Saint-Louis justement confirma la fondation du collège de Sorbonne en 1257, puis lui fit don d'un bâtiment dans la rue de Coupe-Gueule, qui devint plus tard la rue de la Sorbonne dans laquelle nous nous trouvons. Dirigeons-nous maintenant vers la cour d'honneur de la Sorbonne. C'est dans cette partie du complexe que la première chapelle a été construite et les traces que l'on voit au sol sont censées représenter les traces de cette ancienne chapelle. Robert de Sorbonne a petit à petit acheté l'ensemble des bâtiments de la rue Coupe-Gueule. Il s'agissait d'un ensemble épars de bâtiments divers, maisons, granges, disposés dans un jardin. L'entrée du collège se faisait au mérite et c'est pour ça que le collège de Sorbonne devint rapidement l'établissement d'élite de Paris. Vivre en égalité, collégialité, moralité et en étudiant, telles étaient les règles du collège et la devise. À la fin du Moyen-Âge, l'université de Paris était devenue le plus grand centre culturel et scientifique européen. On estime qu'il y avait près de 20 000 étudiants. Elle tirait sa renommée du prestige de ses maîtres, mais également de ses bibliothèques. L'université de Paris fut le berceau du second humanisme français au XVe siècle, et c'est d'ailleurs au sein du collège de Sorbonne que fut installée la première imprimerie de France. C'est dans la bibliothèque de la Sorbonne, construite par l'architecte Henri-Paul Nénaud à la fin du XIXe siècle, que l'on trouve une fresque réalisée par Lawrence, représentant François Ier accompagné de la reine de Navarre, visitant l'atelier de Robert Estienne qui fut nommé en 1539 premier imprimeur royal. On raconte que c'est en 1469 que la Sorbonne a loué à 3 ouvriers typographes une maison pour qu'ils y installent les premiers ateliers d'imprimerie typographique de France.
L'objectif étant de mettre à disposition des étudiants et professeurs des ouvrages en grand nombre qui remplaceront les travaux plus ou moins défectueux des copistes. Cette même année, le premier livre imprimé en France sort des presses de la Sorbonne. Mais à partir de l'affaire des placards, en 1534, la situation de la France changera de fond en comble et inaugurera une ère de prédominance de la Sorbonne. En 1537, François Ier institue le dépôt légal. En théorie, les choses sont simples, écrit Georges Minois. La Sorbonne dénonce, le Parlement juge et le pouvoir royal tranche. La pratique est beaucoup plus complexe. La Sorbonne va se mêler aux luttes religieuses. Elle s'estimera gardienne de la foi et va pourchasser les livres hérétiques. Elle censurera notamment Pantagruel de Rabelais qu'elle juge obscène. Après la mort de François Ier, en 1547, le libraire imprimeur Robert Estienne, qui avait été jusqu'alors protégé du roi, est condamné par les théologiens de la Sorbonne pour hérésie, luthérienne en particulier. Au XVIe siècle, un ambassadeur vénitien écrira « Les maîtres de la Sorbonne sont investis d'une très haute autorité sur les hérétiques. Pour les punir, ils se servent du feu, ils les rôtissent tous vivants. » À l'opposé de la fresque de Lorentz se trouve une autre fresque réalisée par Marcel-André Bachet à la fin du XIXe siècle, représentant Richelieu dessinant les plans de la Sorbonne. Cette fresque illustre l'un des grands tournants historiques de la Sorbonne. En effet, au début du XVIIe siècle, le fonctionnement des collèges de la Sorbonne n'avait pas tellement changé depuis la période médiévale. La vieille maison de Robert de Sorbon était trop pauvre pour envisager sa reconstruction. C'est le cardinal Richelieu, élève de la Sorbonne, puis son proviseur en 1622, qui donna finalement à l'institution un ensemble de bâtiments unifiés. Il souhaitait augmenter l'éclat de la Sorbonne et pour cela, il recommanda à son architecte Jacques Lemercier de reconstruire l'ensemble tout en conservant leur place au réfectoire, salle de cours et logement des associés. Une nouvelle bibliothèque fut construite et décorée et une nouvelle chapelle aux vastes proportions fut achevée 6 ans après la mort du cardinal Richelieu en 1648. Elle deviendra son mausolée lorsque son tombeau exécuté par Girardon sera mis en place dans le chœur devant le maître d'autel. Ce tombeau sera saccagé par les révolutionnaires qui exhumeront le corps de Richelieu puis le décapiteront. Il ne resterait aujourd'hui, semble-t-il, qu'un doigt du cardinal et un bout de barbe. Le trait dominant de l'histoire de la Sorbonne à l'époque du cardinal est la lutte contre les jésuites. D'autres conflits vont par la suite secouer la Sorbonne, notamment l'affaire du jansénisme. Au siècle des Lumières, une nouvelle école de philosophie est née en France. On travaille à réformer les institutions, à préparer l'avènement de la justice en ce monde, plutôt que de se préoccuper du salut des armes dans l'autre monde. La Sorbonne reflète prudemment ces tendances. Après la Révolution, les bâtiments furent fermés aux étudiants. D'ailleurs, la société de Sorbonne fut dissoute par la loi Le Chapelier, supprimant les corporations. La chapelle fut transformée en temple de la déesse Raison, puis, sous Napoléon, ces mêmes bâtiments devinrent un atelier pour les artistes. C'est d'ailleurs ici que le sacre de Napoléon et le couronnement de l'impératrice Joséphine de David fut en partie réalisé. Napoléon voulait créer une université impériale à proximité du Champ de Mars, mais déplacer la Sorbonne n'était pas vraiment possible. Aussi, il se résolut à recréer des facultés au sein du complexe initial de la Sorbonne. Son vœu initial aurait été de recréer la faculté de théologie au sein même de la chapelle Sainte-Ursule. Mais ce n'est qu'après la chute de l'Empire que des étudiants de théologie, lettres et sciences réintégrèrent la Sorbonne qui devint le siège de ces facultés. À la fin du XIXe siècle, les études de théologie furent supprimées et d'autres virent le jour, comme l'école des Chartres. Il fallut cependant attendre 1896 pour que l'université de Paris en tant que corps fût reconstituée et la Sorbonne en devint le siège. L'université était au cœur de la politisation des jeunes gens qui n'hésitèrent pas à prendre parti lors de la crise boulangiste, puis de l'affaire Dreyfus ou encore, plus tard, lors de la guerre d'Algérie. Sous l'impulsion de Jules Ferry, on entama la reconstruction du bâtiment en 1885. L'architecte était Henri-Paul Nénaud. Seule la chapelle fut conservée, mais on agrandit considérablement les bâtiments et l'on redessina la cour d'honneur. Depuis ces travaux se trouve au nord le palais académique
Il abrite depuis le XIXe siècle le rectorat de l'Académie de Paris. Ce bel ensemble, décoré de marbre, contient notamment un escalier d'honneur qui rappelle fortement celui du Palais Garnier. Il contient aussi un grand amphithéâtre de 1700 places, décoré de statues de Varias, de Dalou et surtout de la fresque de Puvis de Chavannes, le bois sacré. Cette fresque représente une vierge laïque qui incarne la Sorbonne, autour de laquelle se présentent les figures allégoriques de l'éloquence, des sciences, de la philosophie et de l'histoire. De l'appart vers le sud, 2 galeries monumentales décorées elles aussi de fresques évocatrices, menant l'une vers ce qui était la faculté des sciences, l'autre vers ce qui était celle des lettres. Dans le quadrilatère se trouve la vaste bibliothèque de 300 places, une somptueuse salle des doctorats, enfin divers amphithéâtres, le plus vaste de tous étant dédié au cardinal de Richelieu. Le nombre d'étudiants oscillait entre 3000, ce qui représentait 42% des inscrits de toute la France, et 4500 à la veille de la Grande Guerre. 60% de ces étudiants étaient inscrits en lettres. On y trouvait encore peu d'étrangers, mais le nombre de jeunes femmes passa de 11% en 1897 à 22% en 1906. Le XXe siècle fut un moment de prestige pour l'université, qui accueillit comme élèves, puis comme professeurs, de nombreux prix Nobel, comme Pierre et Marie Curie, Jean Perrin ou encore Louis de Broglie. Le premier conflit mondial fut à l'origine d'une hécatombe au sein des élèves, puis l'entre-deux-guerres vit l'ouverture de l'université à de plus en plus d'élèves filles et d'élèves étrangers. Sous le régime de Vichy, puis sous l'occupation, les lois d'exclusion n'épargnèrent pas les étudiants et les enseignants juifs. Après la libération, la démocratisation de l'université permit d'atteindre des effectifs qui n'avaient pas été prévus lors de la reconstruction du bâtiment, et il n'était pas rare que les étudiants suivent les cours debout au fond de l'amphithéâtre. On construit donc de nouvelles universités en banlieue proche de Paris. D'ailleurs, la crise de mai 68 commença dans l'une de ces universités, à Nanterre. Mais la contestation gagna rapidement la Sorbonne, qui fut occupée jusqu'à son évacuation le 14 juin. La place de la Sorbonne devint d'ailleurs un lieu symbolique de la contestation estudiantine. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Cette crise entraîna l'éclatement de l'Université de Paris en 9 puis 13 universités. Une loi du 12 novembre 1968 accorda à ces nouvelles universités une certaine autonomie, mais limitée, puisque l'administration de l'ensemble du patrimoine de l'ancienne Université de Paris restait placée sous l'autorité du recteur d'académie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Sorbonne est toujours un lieu emblématique de l'enseignement supérieur français ? Moi je dirais que oui, parce que même si des universités se sont développées dans toute la France, la Sorbonne ça reste quand même un lieu emblématique. Oui, comme en témoignent d'ailleurs les événements en 2006. Ah oui, contre le CPE, oui, qui ont été qui ont été spectaculaires à Paris et notamment à la Sorbonne. D'ailleurs, tu sais que c'est là que la première fois un livre de l'université, un livre de la bibliothèque a été brûlé. Ah bon ? Ah, mais s'ils connaissaient l'histoire de la bibliothèque, ils n'auraient pas agi de la sorte.